Monsieur le professeur Arnaud Sermolas, qui est professeur à l'Université de Lorraine, université qui m'est chère personnellement, va intervenir pour l'exercice difficile, mais brillant, je ne le sais par avance, de synthèse de nos travaux de la journée. Le professeur Sermolas, j'allais dire, ultime qualité, est avocat au barreau de Paris. C'est vrai, alors est-ce une qualité, je ne sais pas. Mais... Monsieur le professeur, mon cher confrère, vous avez la parole pour la synthèse de nos travaux. Merci mon cher confrère. D'abord un grand remerciement à tous, aux irréductibles qui sont restés effectivement jusqu'à cette journée qui était riche et dense. Et je vais essayer de ne pas l'alourdir, au contraire de la rendre un peu plus légère par le propos de synthèse et à rebondir un peu sur ce qui a été dit toute cette journée. Tout d'abord remercier la PPE qui a fait... comme toujours un colloque d'une très grande richesse et variété, avec à la fois la confrontation de points de vue théoriques et surtout pratiques, c'est ce qui nous intéresse. Et donc voilà, un grand merci pour votre accueil et pour la richesse de la journée. Tout à l'heure, on nous disait, et c'était Madame le bâtonnier couturier, qu'il n'y aura pas de Noël du procédurier cette année, mais grâce à la PPE, nous avons quand même les 7 merveilles de la réforme de la procédure civile. Qui dit 7, qui dit merveille, tout ça nous donne des approches a priori positives. 7, on a tendance à dire on a coutume même de dire que c'est le chiffre de l'abondance, 7. Bon. Alors a priori, ça nécessitera effectivement de plus en plus de discussions, d'interrogations, on l'a vu. Et les merveilles, on l'a vu tout à l'heure, Emmanuel Joly, qui est à mes côtés, nous a charmés avec la liste des merveilles antiques, des merveilles modernes et désormais des merveilles judiciaires que nous avons découvertes tout au long de la journée. Alors attention, cette approche positive, j'ai eu l'impression, peut-être que je me suis trompé, qu'au fur et à mesure de la journée, non pas qu'elles déclinaient, mais elles évoluaient, elles étaient peut-être un petit peu moins positives, telles Blanche-Neige et les 7 nains. Vous voyez, on n'est pas toujours sur un chiffre 7 positif, comme tel peut-être être le cas, pardon. Et on s'est aperçu qu'en fait, parfois, certaines dispositions ne recelaient pas toujours de bonnes surprises. Alors, on a pu voir notamment que certains intervenants, je pense à Charles Simon et à Rudy Laher, ne nous ont-ils pas parlé des 7 horreurs de la représentation obligatoire. Alors, en fait, on part de bonnes intentions au départ, c'est-à-dire une accélération des procédures, c'est-à-dire une simplification, mais l'exercice est-il toujours réussi au final? Vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors on part sur des bonnes intentions, soyons positifs, oui, une partie l'est, bien entendu, mais on a vu qu'il y avait une marge de progression qui était très forte. Tout à l'heure, Jean-Michel Aucard nous disait que la procédure n'est pas une fin en soi, elle est au service du justiciable. Et mon voisin complétait en disant qu'il fallait réconcilier les justiciables avec leur justice. Alors justement, c'est difficile de faire une synthèse de tout ce qui a été dit, tant ça a été riche. Que dire? On disait tout à l'heure que c'est un exercice de style. Vous avez choisi une comparaison très jolie, la cerise sur le gâteau. Si j'étais déceptif, je vous dirais qu'est-ce qu'une synthèse? C'est une simple reprise en plus rapide et en moins bien de tout ce qui a été dit. Bon. Je vous dirais aussi peut-être que c'est un peu comme une coupe de champagne à la fin de repas. Voilà, un petit chocolat, vous voyez, à côté du café. J'étais plus modeste. Et je vais vous donner mon sentiment, quelques grandes lignes à travers effectivement les 2 casquettes que j'ai, c'est-à-dire celle d'universitaire et de professeur des universités, et puis surtout celle d'avocat aussi qui pratique nos matières, c'est-à-dire la procédure civile, le droit patrimonial et bien entendu les voies d'exécution. 2 lignes, me semble-t-il, se sont dégagées dans notre journée. Une première, c'est qu'on a assisté à une volonté de la part des pouvoirs publics et du législateur d'accélérer, une volonté d'accélération des procédures judiciaires. Et en même temps, et là je mettrais peut-être un point d'interrogation sur cette deuxième tendance, une nécessité de simplification des procédures judiciaires. Mais là je mets un point d'interrogation. Autant on n'a pas trop de doute sur le fait que l'exercice de rapidité, quitte parfois le bâclé, est un peu réussi. On est plus interrogatif, en revanche, sur la volonté et la nécessité, pourtant bien nécessaire, de simplification. Tout d'abord, si vous voulez bien, je m'attarde quelques petites minutes, mais pas très longtemps, sur la volonté d'accélération des procédures judiciaires. Alors c'est assez bizarre, parce qu'on nous dit qu'il faut accélérer, la justice est lente. Entre nous, moi je trouve que parfois la lenteur de la justice a ses mérites, notamment parfois dans certains domaines. Alors je pense aux domaines familiaux, je pense aux domaines parfois successoraux, patrimoniaux. Parfois le temps fait son œuvre, et ce qui était inacceptable le premier jour le devient finalement le deuxième mois. Il ne faut pas que ça dure 10 ans non plus, bien entendu. Mais on s'aperçoit qu'on peut parfois arriver à des solutions beaucoup plus acceptées et négociées que la personne qui un jour vient dans votre cabinet et finalement voudrait au premier jour le couteau entre les dents en découdre avec son adversaire. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que cette accélération des procédures qui est nécessaire, parce que parfois c'est trop long, elle commence dans un premier temps à travers 2 mouvements.
on va dire, on va rationaliser finalement l'office du juge, on va rationaliser les procédures pour les rendre plus efficientes, plus efficaces, mais on commence, avant de les rationaliser, par tout simplement mettre à l'écart le juge. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, une bonne procédure judiciaire, c'est une procédure dans laquelle il n'y aurait pas de juge, ou dans laquelle le juge interviendrait de moins en moins. Donc à la fois une mise à l'écart de ce juge, vous avez compris, ce sont mes deux mouvements, et en même temps, quand même aussi une rationalisation des pouvoirs du juge. Alors on part de ce principe que finalement régler un litige et régler un différend, de plus en plus, aujourd'hui on incite les parties, on incite les avocats que nous sommes à ne pas passer par la case judiciaire ou à l'éviter, comme si c'était en quelque sorte l'ultime recours. Alors on nous donne deux éléments. Le premier élément, on nous dit il faut désengorger, voilà, parce que les tribunaux sont très engorgés. Et le deuxième élément, on nous dit de toute façon en plus il y a une politique de dégagement, parce qu'on part du principe qu'une solution qui est finalement acceptée, qui est négociée, elle est mieux comprise par les parties, finalement mieux exécutée. Bon, pas toujours vrai, mais pourquoi pas. Alors ce matin, Céline Gravière nous a expliqué quels étaient les modes amiables de règlement des différends, les fameux MARD. Alors, on a bien compris qu'ils étaient favorisés par le juge. On a compris aussi parfois que l'avocat lui susurrait à l'oreille d'avoir recours à ces méthodes, mais qui ne sont finalement réservés qu'à des petits litiges, si je puis dire, des litiges en tout cas inférieurs à 5 000 €. Et j'ai noté, moi, des nombres qui m'ont fait un peu froid dans le dos, finalement, sur 10 000 à peu près, de nombres qui étaient donnés. Simplement 1 600 vont aller, parmi les affaires qui sont soumises, à une procédure de marde. Ce que j'ai noté quand même aussi, c'est que finalement, le juge n'est pas tout à fait exclu. Il nous pousse vers là, mais en réalité, on s'aperçoit qu'il n'a pas toujours les moyens de ses ambitions, parce qu'il doit quand même intervenir et finalement justifier après de la bonne exécution de ces mesures. Donc finalement, c'est un peu un mauvais service qu'on lui donne, parce qu'on lui demande de s'en dégager, tout en gardant malgré tout dans ses statistiques, en positif ou en négatif, ces affaires qui l'encombrent et dont il aurait bien aimé se débarrasser. Et de même, Frédéric Cuif nous a davantage incité à aller sur des procédures plus participatives, dans lesquelles nous avons plus la main, dans lesquelles il n'y a pas forcément de tiers, et notamment les procédures participatives avant instance, qui là vraiment sont ab initio, avant même que le juge ait été saisi. Mais ça me permet de glisser, une fois qu'on a parlé de ces procédures, on pourrait parler, on en a dit un mot d'ailleurs, de la conciliation ou de la médiation même avant tout litige, on a vu quand même que l'effort surtout des dernières mesures était d'aller vers une rationalisation des pouvoirs du juge. Alors en fait, je serai un peu peut-être dubitatif sur ce qui a été dit ce matin. On a essayé de rendre, je vous disais, plus efficaces les procédures, de ce que j'en ai compris, bien entendu. Mais j'ai observé aussi que toutes ces modifications qui avaient un but de rationalisation, elles ont aussi parfois une conséquence un peu perverse, c'est de limiter l'accès du juge par le justiciable, ou de limiter au justiciable, plutôt, pardon, l'accès au juge. De le limiter dans son accès tout court, ou même de manière un petit peu plus vicieuse, je vais y revenir dans quelques exemples, tout simplement en coupant un certain nombre d'étages ou coupant un certain nombre d'étapes auxquelles le justiciable pouvait prétendre, et on lui dit désormais on va simplifier les choses. J'en ai retenu, allez, on va dire 4 pour simplifier. La première, c'est justement cette fameuse, et je glisse, procédure participative devant le juge de la mise en état que Frédéric Cuif nous narrait ce matin. Il y a des avantages. Effectivement, c'était l'idée d'avoir un technicien qu'on choisit, un technicien qu'on pourra révoquer le cas échéant et qui aura, si j'ai bien compris, la valeur d'un rapport d'expertise judiciaire. Il n'y a quand même pas de risque puisque l'on suspend les délais. Suspension n'est pas interruption, on a bien assisté ce matin. Et en même temps, j'ai noté quand même que c'était peut-être une procédure à privilégier, puisque quand on regarde le pourcentage de réussite des médiations, je notais qu'elles étaient à 10% ce matin par rapport à l'ensemble des médiations qui sont sollicitées. À Marseille, voilà, oui, puisque c'était Corinne Thomas-Bézère, voilà, donc ce n'est pas Marseille étant toujours un îlot de particularité, je le dis devant mon ami Alain, voilà. Mais on observe quand même que cette procédure participative, elle met en quelque sorte les parties au cœur du débat et elle met un peu sur le bas-côté, en quelque sorte, le rôle, j'allais dire naturel, du juge de la mise en état pour qu'elles reprennent leurs éléments en main. C'est encore plus simple quand un peu plus tard, avec Frédéric Kieffer et Vincent Agéa, on a véritablement abordé les pouvoirs du juge de la mise en état, dont on a vu qu'ils étaient finalement, si j'ai bien compris là aussi, désormais actifs jusqu'à l'ouverture des débats et non plus jusqu'à le prononcé de l'ordonnance de clôture. Mais on s'est vite interrogé sur finalement quel allait être le rôle ou l'attitude du juge de la mise en état lorsqu'il doit statuer sur ces fameuses fins de non-recevoir, d'autant plus qu'on avait compris que lorsqu'il ne s'en sentait pas capable, ou en tout cas qu'il estimait que l'affaire méritait un examen plus approfondi, il n'hésitait pas à saisir une formation collégiale, ce qui finalement ne rationalise pas véritablement ses pouvoirs et en tout cas allonge dans ces conditions la procédure de rapidité qu'on avait envisagée. Je retiens quand même une formule de mon
mon collègue et ami Vincent Egea, il a dit finalement que cette phase d'instruction civile était désormais finalement le moment important du procès, puisque c'est là, ou par la procédure participative, ou tout simplement par la mise en état, que les éléments vont se jouer. On l'a vérifié encore cet après-midi avec l'exécution provisoire et avec notamment Carolina, je ne veux pas faire d'erreur dans les noms, Cuturi Ortega, c'est ça ? Et Michael Schlesinger, voilà, là vous me gâtez là, pour les noms propres, dans l'exécution provisoire, où vous nous avez expliqué qu'un des éléments de ce renversement du principe, puisque désormais elle est de droit, elle n'est plus l'exception, et on a bien vu qu'il fallait faire attention parfois lorsqu'on ne la voulait pas, à bien le mentionner, à bien s'y opposer dès la première instance, pour ne pas se retrouver dans une situation de conflit en appel ou d'impasse, eh bien l'idée là aussi est encore de désengorger. Je suis allé un peu plus loin parce que j'ai retenu vos propos, Carolina. Finalement, vous avez dit c'est une manière aussi, on le comprend bien, de dissuader les personnes de faire appel, parce que l'intérêt de l'appel, c'est l'effet suspensif, souvent. Bon. Et on se dit finalement, mais si malgré tout, vous faites l'appel et vous êtes obligé d'exécuter, et que l'exécution provisoire est de droit, notamment en matière, par exemple, de paiement de créances, c'est toujours un peu moins sexy que, finalement, dans l'état civil, où on sait, comme tout le monde, qu'il est suspensif. Bon. Donc, il y a cet aspect de dissuasion d'appel, c'est de dire aux gens, ben, on accélère tellement qu'on n'a pas tellement envie que vous alliez devant la cour et qu'un bon litige, il est donné par un bon juge de première instance qui a désormais beaucoup de pouvoir, ça n'est pas la peine d'aller frapper à l'étage du dessus. Et j'ai noté également aussi que c'était peut-être un petit point qui pesait sur les juges de première instance, dans la mesure où peut-être on leur faisait davantage peser leur risque d'innovation, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait toujours se dire qu'en première instance, on serait corrigé, récupéré, rattrapé en appel. Mais finalement, c'est toujours possible, bien entendu. Mais avec cette histoire d'exécution provisoire de droit, peut-être que le juge va y aller un peu plus à pas compter, il sera peut-être un peu plus timoré, parce qu'en disant que sa décision ne sera pas forcément contestée devant la Cour, et donc elle risque d'être la décision définitive. Alors c'est bien de faire œuvre de création, bien sûr, mais voilà, peut-être que ça le rendra un peu plus timide, précisément compte tenu des pouvoirs ou de l'efficacité et de la force de frappe qu'on a donnée aux magistrats de première instance. Et puis, je rebondis bien sûr sur notre dernier exposé qui était les procédures accélérées au fond, les fameuses PAF. Ben, j'ai retenu finalement que là aussi, c'est un peu le même esprit. Finalement, on avait des procédures de référé ou des procédures en la forme de référé, mais nous savons tous ici que le référé n'a pas autorité de la chose jugée et que bien mal serait celui qui tenterait, par exemple, une saisie immobilière sur le fondement d'une ordonnance de référé. Il vaudrait mieux avoir quand même un titre exécutoire beaucoup plus correct. Bon. Eh bien, on voit que cette procédure, cette fameuse PAF, elle présente cet avantage de ce que nous a dit Alain Provençal et Maud Daval-Gedge, que ben, c'est une manière finalement de se substituer au référé, et plutôt que de passer à la case provision, référé, et sans doute après instance au fond, c'est de se dire nous allons aller directement au fond. Je reviendrai tout à l'heure quand même sur la manière dont cette procédure a été organisée, parce qu'il y a beaucoup à dire, vous vous en doutez, mais finalement on s'aperçoit que l'on a dans ces procédures accélérées l'idée de sauter encore cette étape préalable du référé pour arriver à une décision tranchant le fond rapidement et de manière désormais quasi définitive avec cette fameuse exécution provisoire. Alors, il y a cette volonté d'accélération qui est plutôt pas mal réussie, mais vous l'avez compris, à quel risque? On met le juge de côté, on le dessaisit de certains de ses pouvoirs, ou au contraire, on lui en donne trop, de manière à éviter qu'il y ait des étages supplémentaires. On augmente le pouvoir du juge de la mise en état, pour qu'il notamment statue sur les fins de non-recevoir plutôt que le tribunal dans son entier. On exclut, ou en tout cas on limite les possibilités d'appel, excusez-moi, et ainsi de suite. Attention, le deuxième élément qui est intéressant, c'est que non seulement on a accéléré ou on a voulu accélérer ces procédures, mais on s'aperçoit qu'on a voulu également essayer, dans une nécessité, semble-t-il, de simplifier. On se plaint toujours, vous l'avez dit tout à l'heure en terminant, Maud, qu'il y avait, je crois, 9 codes différents, parfois pour recueillir une seule et même règle ou une seule et même institution. Eh bien, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion, chaque fois qu'on fait une réforme, vous savez qu'on simplifie. Depuis Giscard, et ça nous remonte à des années, on avait déjà voulu changer les noms. Vous savez qu'à l'époque, on parlait en latin, tout le monde s'était indigné du fait qu'on parlait en latin, parce qu'on ne comprenait pas, donc il fallait parler en français. Je suis toujours d'ailleurs très surpris, pour être honnête, qu'on demande aux juristes des efforts qu'on ne demande pas aux autres professions. Moi, quand je vais chez mon médecin ne me dit pas vous avez une boule, il me dit vous avez une tumeur, voilà. Et on ne lui a pas demandé de simplifier son obligation d'information à ce point-là. Mais quand on est juriste, on veut vraiment que madame tout le monde puisse comprendre la totalité de ce qu'on va dire, non pas que ce soit impossible, mais que ça fait appel à des concepts forcément qu'elle n'est pas à même sans doute de maîtriser, tout simplement parce qu'elle ne les connaît pas. Alors, je reprendrai une phrase d'Arthur Cravant qui nous dit « Simplifier, ça n'est pas faire simple ». Je crois que le législateur l'a bien compris, que simplifier, ça n'était pas faire simple. Hein.
puisque c'est l'objet de ma deuxième partie, vous allez comprendre qu'on s'est aperçu qu'à force de simplifier, on se demande si on n'a pas compliqué. Alors il y a d'autres termes qu'on a entendus dans la journée, on a entendu simplification, on a entendu clarification, c'est très à la mode aussi, on clarifie, on ne sait pas trop quoi, mais comme il y a la transparence, on clarifie, on harmonise aussi. Alors il faut se méfier de l'harmonisation qui parfois en fait c'est de véritables modifications, vous l'avez compris, sous un couvert de manuel, ou bien parfois on revisite aussi, ça c'est la mode, vous savez, on revisite beaucoup de choses. Alors on a revisité un certain nombre d'institutions de la procédure civile, vous l'avez compris. Je verrai deux éléments que je voudrais retenir avec vous. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette simplification ou de cette volonté, dirais-je, point d'interrogation, de simplification? Il en ressort, me semble-t-il, un recours accru à l'avocat. Je ne sais pas si c'est bien, mais je le constate. Bon. Et deuxièmement, je dirais peut-être qu'il en ressort des difficultés accrues pour l'avocat, à mon avis. Si je m'en retiens 2 secondes au rôle accru de l'avocat, ou au recours en tout cas accru de l'avocat, je prendrai 3 exemples qu'on a cités. Tout d'abord, les modes de saisine qui ont été envisagés ce matin. On a simplifié, désormais on oublie la déclaration au greffe, qui plaisait bien aux particuliers. On nous dit désormais il y a la requête ou il y a l'assignation. Jusque-là, pourquoi pas, puisque finalement ça a l'air de simplifier, si ce n'est que quand même une déclaration au greffe était beaucoup plus simple pour un particulier, et je ne me fais pas, sans mauvais jeu de mots, l'avocat du particulier, mais quand on essaie de simplifier, on se dit qu'en mettant des requêtes et en mettant des assignations, vous n'ouvrez pas la justice à tous, véritablement, en tout cas aussi facilement que cela. Bon. Deuxièmement, on s'est beaucoup tous excités ce matin sur la prise de date, qui a fait beaucoup couler de salive et d'encre avec les différentes possibilités. Est-ce qu'on avait la possibilité ou pas de finalement prendre une date? Est-ce que le délai était respecté? Je me suis même posé une question qu'on n'a pas abordée ce matin, mais qu'on a abordée un peu en off. C'est finalement, on a envisagé les possibilités où il y avait une représentation d'avocat obligatoire. Mais quid des représentations avocats non obligatoires? C'est le particulier qui veut faire une assignation, ou en tout cas une demande devant le juge de proximité parce que sa voisine fait du bruit pour 1 500 €. La demande de date existera. Je pense que c'est par voie de mail, sans doute, que ça se passe. Mais voilà, c'est une question, me semble-t-il, qui reste ouverte et qui n'est pas forcément facile, finalement, pour le particulier. On a parlé également des délais de placement, et bien entendu, c'est Madame le Président Sophie Molin et Aude Alexandre Leroux qui nous ont expliqué que cette évolution-là était nette pour la prise de date, était une grande complexité pour l'avocat, mais dans les mains de l'avocat. Et je retiens une phrase notamment de Aude ce matin qui a dit « À la cour d'appel, ce n'est jamais simple ». Voilà, bon. Donc je notais que pour les déclarations d'appel, effectivement, il y avait des choses trappes qui étaient relativement pointues. Je reviens d'un mot sur les procédures participatives. J'ai noté aussi ce matin que Frédéric Cuif nous avait dit que finalement ces procédures, on devait s'en saisir davantage parce que c'était des procédures qui étaient finalement l'apanage de l'avocat. Elles étaient réservées à l'avocat sur lequel l'avocat avait la main. Alors j'ai compris qu'il y avait un petit peu un conflit ou une vision toute particulière de la confidentialité. Je ne vous cache pas, cher Frédéric, que moi j'aime bien la confidentialité. Parce que je trouve que dans une négociation, ça permet parfois de dire des choses qu'on ne peut pas se dire. Si on sort tout, c'est bien, à l'ère de la transparence, et vous êtes très moderne, c'est bien. Je ne suis pas toujours convaincu que la réalisation d'un litige doive se faire dans une transparence absolue, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est poser la question de devait-on mettre toutes les pièces, ou en tout cas celles qui étaient et qui présidaient à la signature de la convention de participation, de procédure participative. J'ai noté quand même que c'était une procédure que l'on pousse, mais surtout qui est entre les mains des avocats, et finalement les avocats doivent s'en saisir sans doute davantage, mais la charge pèse sur eux. Je vous dirais un dernier élément aussi. J'observe, et je crois que c'est Vincent Agéa qui nous le disait à propos de l'accès à la justice et de l'accès du justiciable à la justice, j'observe quand même que finalement, si on sollicite beaucoup l'avocat dans ces différentes procédures, l'avocat, il a un conseil technique, il est évident, c'est le maître de l'art. On a compris que finalement, même en discutant avec des magistrats ce matin, personne n'était toujours au clair véritablement de ce qu'il fallait faire. Bon. Mais le client, très raisonnablement, lui, se retourne vers l'homme de l'art qui est l'avocat en disant finalement, c'est à vous que je m'adresse. Alors c'est à la fois positif, parce que ça veut dire que finalement, c'est ramener finalement les procès, les litiges et les clients chez des avocats qui sont des personnes en général de la science et compétents, et en même temps, c'est aussi priver un accès du juge pour le justiciable, ou en tout cas, on verra que peut-être, à trop vouloir solliciter l'avocat, il y a un risque pour lui qu'on le sollicite beaucoup, jusqu'à sa responsabilité peut-être, le cas échéant, et j'en terminerai tout à l'heure par là. Alors justement, c'est les difficultés, et c'est mon dernier point accru pour l'avocat. J'ai noté, notamment, c'était ce matin Charles Simon et Rudy Lair qui nous le disaient, que dans le cadre de la représentation obligatoire, désormais on avait augmenté le champ des représentations obligatoires, puisque c'était vrai devant le tribunal judiciaire, c'était vrai aussi désormais devant le tribunal de commerce, et on est allé, même certains GEX, j'ai noté qu'un GEX parisien remettait en cause finalement le principe de territorialité de notre postulation. Donc le débat est ouvert. Je note aussi ce matin qu'on a été très animé sur la notification des jugements.
pour des juridictions qui jusqu'à maintenant n'avaient pas de représentation obligatoire. Alors le GEX, on sait à peu près comment faire parce qu'il est dans le RPVA. Quant au tribunal de commerce, j'ai noté les combines un peu que chacun faisait, c'est-à-dire le RPVA que l'on dévoie un peu de sa voix, la possibilité d'aller chez le confrère pour lui faire signer en quelque sorte un récépissé comme quoi il le reconnaît. Mais vous voyez que finalement, ce sont des difficultés très concrètes auxquelles l'avocat doit répondre et dont il est responsable. Moi, ça m'est arrivé ces jours-ci auprès d'un huissier qui finalement me demandait de justifier de la signification avocat d'un jugement du GEX, ce qu'on a fait. Sur un GEX, ça ne pose pas de difficulté. Sur un tribunal de commerce, bien entendu, ça en pose. Également, je note que dans le cadre des difficultés et des complexités, on l'envisageait encore tout à l'heure avec Frédéric Kieffer et Vincent Egea, la complexité du juge de la mise en état est beaucoup plus forte en fait aujourd'hui. On l'a vu à travers les fins de non-recevoir, on l'a vu même aussi notamment à travers cet article 82.1 que Vincent Egea a qualifié de prétendue exception d'incompétence, espèce de mesure qui ne dit pas son nom, est-ce que c'est une mesure judiciaire, d'administration judiciaire ou tout simplement administrative. Toujours est-il que ce sont aujourd'hui des problématiques auxquelles les avocats seront confrontés, et eux seuls le seront confrontés dans la mesure où on est face à des instances où la représentation est obligatoire. Donc ils sont en première ligne et ils doivent apporter finalement des réponses à des solutions qu'ils n'ont pas nécessairement. D'ailleurs, et c'est là où je me réjouis d'envisager ce que vous disiez pour terminer, Alain et Maude, sur les procédures accélérées au fond, on a vu justement la grande difficulté qu'il y avait matériellement. Alors, elles ont un succès, ces procédures, c'est vrai, puisqu'il y a de la jurisprudence. On s'en saisit, mais regardez la difficulté déjà de connaître les cas de ces procédures. Moi, j'ai noté qu'il y en avait plus de 50 différents. J'ai noté parce que ça m'intéressait, puis j'étais à côté de mon voisin Frédéric Kieffer, que notamment ça touchait l'indivision. Bon. Et que sur l'indivision, j'ai noté les articles 815, 7, 9 et 11, pour les articles 1380. Mais il y avait des cas où ça fonctionnait, on le disait tout à l'heure, et puis il y avait des cas où on ne pourrait pas utiliser la procédure accélérée au fond. Avouez que c'est quand même, on le disait, un inventaire à l'après-vert, mais c'est complexe, puisque au sein d'une même matière qui est pourtant définie par le texte comme relevant de la procédure au fond, mais finalement, la totalité de la matière n'y relève pas. Alors ça m'amène, sans être bien entendu déceptif, bien au contraire, à l'idée qu'on a énormément de choses encore à éclaircir, la jurisprudence va le faire, mais qu'on a quand même un risque, puisqu'on est en première ligne en tant qu'avocat, je dis nous, je me le permets, puisqu'on est face à des complexités de textes, on a vu souvent, on le disait notamment à propos du tribunal de commerce, qui sont modifiés, parfois qui sont oubliés, qui sont mal corrigés et qui sont parfois appliqués encore d'une troisième manière. Donc l'avocat est, me semble-t-il, en première ligne, avec à la fois une obligation d'action, puisqu'il doit quand même respecter un certain nombre de procédures et en tout cas devoir s'y plonger, et avec un risque, malgré tout, de responsabilité professionnelle vis-à-vis de son client, parce qu'on a évoqué ensemble des cas de figure, on a dit ce matin, on pourrait peut-être faire ci, certains confrères font ça. Oui, mais on le fait. Mais si finalement ça ne marche pas, et que finalement la Cour de cassation vous dit c'est pas comme ça qu'il fallait faire ou la notification n'est pas valable. Nous on le verra comme un exemple intéressant dans un colloque de la APPE. Mais les mutuelles du Mans ou AXA les verront d'une autre manière. Et il y a un enjeu évident, vous l'avez compris, qui est assez fort finalement derrière pour nous. Sans être déceptif, c'est vraiment un champ, me semble-t-il, important de prudence, tout en étant dans l'action. Alors je paraphraserai Boris Vian pour terminer. Boris Vian nous disait: on passe sa vie à romancer les motifs et à simplifier les faits. Je vous laisse un peu réfléchir sur ça. À romancer les motifs et à simplifier les faits. Eh bien, moi, je vais m'adresser aux législateurs et je veux dire, ça serait bien que le législateur passe sa vie à romancer le droit, certes, mais en revanche, à simplifier les règles de procédure. Merci.